Nous allons terminer la journée avec deux présentations, une par... alors, quel ordre avions-nous décidé? J'avais mis donc Adrien Passant pour la formation des auxiliaires comptables dans l'Indochine coloniale et une présentation de Yves-Frédéric Livian sur l'effort, la rigueur, la persévérance, donc une vision du travail intellectuel à travers les conseils aux apprenants concernant leur méthode de travail et qui, je crois, donc les conseils s'adressaient principalement aux élèves qui venaient des colonies de l'époque et qui donc faisaient leurs études en France, un certain nombre, effectivement, hein. Tous les leaders des mouvements décoloniaux feront évidemment leurs études en France. Donc, effectivement, bon, mettre en évidence, et d'ailleurs, la préparation, parce que j'en dirai un mot en conclusion, enfin, nous préparons activement le numéro spécial de la RFG. Les problématiques décoloniales, sans être dominantes, bon, font quand même leur apparition et avec intérêt, puisqu'il est toujours intéressant, je crois, de nous rappeler, bon, personne n'a connu ça évidemment, mais qu'il y a un siècle, la France, c'était la France, et puis quand même une grande partie du monde qui était sous sa domination, et ça devait changer fortement les manières de voir. Donc voilà, donc on va laisser la parole à Adrien Passant et on la donnera après donc en distanciel au professeur Yves-Frédéric Livian. Voilà, donc à toi Adrien. Merci Cédric. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur associé dans une école de commerce à Paris, l'ISTEC. Depuis ma thèse, je travaille sur l'histoire des formations en gestion du 19e siècle à nos jours et mes principales publications ont porté sur l'histoire des écoles de commerce et en particulier sur l'histoire de la doyenne mondiale des écoles de commerce, à savoir l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes recherches sur l'histoire des formations gestionnaires dans un contexte colonial au début du XXe siècle. Et le point de départ de mon investigation, c'est que aujourd'hui, les recherches sur l'histoire des formations gestionnaires sont bien documentées, surtout quand elles portent sur des organisations scolaires, écoles de commerce ou universités. Récemment, dans un article qui est paru en 2021 dans la revue Academy of Management Learning and Education, deux auteurs, Daniel Wadhwani et Christopher Webig, ont rappelé que les premiers établissements qui se sont proposés de former exclusivement des gestionnaires, ce sont des établissements qui sont apparus en Europe occidentale et aux États-Unis à partir des années 1800. Mais dans leur article, ils observent qu'on sait encore peu de choses sur l'histoire des formations similaires dans les pays non occidentaux et en particulier dans les anciennes colonies. À l'occasion de mes recherches, j'ai découvert un peu par hasard que certaines écoles de commerce avaient existé dans certaines colonies à l'époque coloniale et même qu'elles se proposaient de former des gestionnaires colonisés. Le cas que je vais vous présenter aujourd'hui est celui de l'École supérieure de commerce de Hanoï, qui a été la première école de commerce du Vietnam, ouverte par les Français colonisateurs dans l'entre-deux-guerres. Ma communication va être organisée en 3 temps, au cours desquels je vais détailler pourquoi, comment et avec quels résultats cette école a formé des gestionnaires colonisés pendant une douzaine d'années. L'école de commerce de Hanoï a ouvert ses portes en 1920. À l'époque, le Vietnam est un territoire colonisé par les Français depuis la moitié du 19e siècle. Et à l'époque, le Vietnam, le Laos et le Cambodge forment un vaste territoire colonisé de plus de 700 000 km², plus vaste que la France métropolitaine, et ce territoire est connu sous le nom d'Indochine. En 1920, ce territoire est peuplé de 20 millions d'habitants, dont 17 millions habitent au Vietnam. Sur ces 20 millions d'habitants, il y a seulement 25 000 expatriés français. Et 90% d'entre eux vivent uniquement dans les territoires du Vietnam, qui sont représentés à droite sur l'écran avec la Cochinchine, l'Annam et le Tonkin. À l'époque, le Vietnam est une colonie d'exploitation qui est chargée de produire les matières premières pour la France, à savoir le riz,
l'EVA pour le caoutchouc, les minerais, les bois précieux et le charbon. Au début du XXe siècle, il n'existe aucune formation pour former des gestionnaires, que ce soit dans les écoles traditionnelles de l'Indochine ou dans les écoles que les Français ont ouvertes depuis la fin du XIXe siècle. Ce qui veut dire qu'à l'époque, les gestionnaires sont formés sur le tas par le processus de transmission de génération en génération. Et cet état de fait a été bousculé après la Première Guerre mondiale, comme la production industrielle de la France s'est effondrée. Contribuer au développement économique est devenu une priorité critique pour le pays. Et c'est dans ce cadre qu'à Paris, le gouvernement Millerand a décidé d'accélérer l'exploitation des colonies et en particulier l'exploitation de l'Indochine qu'on surnommait à l'époque la perle de l'Empire. De ce fait, des transferts d'argent ont été faits vers l'Indochine pour y développer les plantations et les industries locales. L'ennui, c'était que, comme je l'ai mentionné, il n'y avait pas assez d'expatriés français pour assurer à eux seuls la modernisation de l'économie. De ce fait, l'administration coloniale a décidé de former des gestionnaires colonisés, vietnamiens, cambodgiens et laotiens, pour accélérer la modernisation de l'économie locale en favorisant la transition d'une économie traditionnelle autosuffisante fondée sur la riziculture vers une économie moderne, exportatrice et capitaliste. Et pour ce faire, l'administration coloniale a décidé d'ouvrir une école de commerce pour former des Vietnamiens, des Laotiens et des Cambodgiens. De ce fait, l'École supérieure de commerce de Hanoï a ouvert ses portes à l'automne 1920 à Hanoï, qui était la capitale administrative de l'Indochine. Cette école a été ouverte au sein de l'université de Hanoï. À l'époque, il s'agissait de la seule université que les Français avaient ouverte en Indochine. Elle avait ouvert ses portes en 1917. Et cette université était chargée de former prioritairement des étudiants colonisés, cambodgiens, laotiens, vietnamiens, mais aussi des étudiants étrangers, principalement chinois, japonais, siamois et quelques Français. Le but de l'objectif de l'école de commerce de Hanoï était de former des étudiants colonisés, filles ou garçons, âgés de 18 à 19 ans au minimum et parlant bien le français, puisque le français était la langue d'enseignement exclusive de l'université. Or, à l'époque, la majorité des étudiants colonisés en Indochine achevaient leur formation primaire vers l'âge de 10-12 ans, et peu parlaient très bien le français, puisque la majorité de leur formation initiale était dispensée dans leur langue maternelle, le vietnamien, le lao, le khmer et le radais. De ce fait, pour rendre l'école attractive, la direction a décidé qu'elle allait financer les étudiants colonisés qui acceptaient d'être formés en ces murs. De ce fait, tous les étudiants colonisés qui ont intégré l'école de commerce de Hanoï recevaient une bourse qui couvrait leurs frais de déplacement, de logement et de restauration. Les étudiants étaient logés gratuitement dans une résidence universitaire. À l'écran, vous avez un aperçu d'une chambre d'étudiants au début des années 1930. C'était des dortoirs de 4 ou 5, ventilés et lumineux pour permettre aux étudiants de travailler sereinement sous le contrôle d'un régisseur qui s'assurait qu'ils ne se livraient pas à l'oisiveté ou aux activités politiques. En plus du logement gratuit, les étudiants étaient nourris gratuitement aux frais de l'administration. Ils étaient exonérés de l'impôt de capitation et une fois par an, ils pouvaient même accéder à la station balnéaire de Dozon, qui était une annexe de l'université installée dans une pinède au bord de la mer de Chine. La formation à l'école de commerce de Hanoï durait 3 années. Les étudiants recevaient des cours qui étaient assez similaires à ceux qui étaient dispensés dans les écoles de commerce de la métropole. Ils recevaient des cours de comptabilité, de droit, de mathématiques et de langue vivante. Tous ces cours, dont j'ai traduit les intitulés en anglais à l'écran, étaient toutefois adaptés aux spécialités économiques de l'Indochine. Par exemple, les cours de langue vivante portaient obligatoirement sur le chinois. De même, les étudiants recevaient des cours de législation sur le droit successoral vietnamien pour apprendre à gérer et transmettre leur entreprise familiale au mieux de leurs intérêts. De même, il y avait des cours
de législation sur les droits des femmes vietnamiennes en matière de gestion d'entreprise en fonction de leur statut, célibataire, mariée, veuve ou concubine, puisque le concubinage était une institution locale qui était respectée par les Français. Pour éviter que la formation ne soit trop théorique, il y avait des visites d'entreprise qui étaient organisées tous les ans. Les étudiants pouvaient visiter des plantations d'EVA, des rizières ou des fabriques d'allumettes. Et en dernière année, il existait un cours pratique de gestion des entreprises qui durait 7 heures par semaine. Au cours de ce cours pratique, les étudiants étaient chargés d'administrer une imprimerie. Ils créaient l'imprimerie au mois d'octobre, ils la géraient le reste de l'année scolaire et ils la liquidaient au mois de juin. L'objectif de cette imprimerie étudiante était de publier et de diffuser le bulletin de l'Université de Hanoï, qui était un périodique qui proposait des informations sur l'actualité éducative et culturelle de l'Indochine. Ce secteur d'activité avait été choisi par le directeur de l'école de commerce parce qu'à l'époque, l'imprimerie était un secteur d'activité qui était ouvert au personnel indigène et qui proposait même des postes à responsabilité à ces derniers. Depuis les années 1900-1910, les personnels colonisés pouvaient être éditeurs ou directeurs de journaux. Donc, dans l'esprit du directeur de l'école de l'époque, initier les étudiants colonisés à la gestion d'une imprimerie, ça devait faciliter leur intégration dans un domaine d'activité qui était déjà ouvert au personnel indigène. Toutefois, à l'occasion de ce cours pratique, les étudiants avaient l'occasion pas seulement de travailler sur l'imprimerie, ils pouvaient mettre en application les cours plus généraux qu'on leur dispensait le reste du temps. Ils avaient l'occasion de parler et d'écrire le chinois dans leur contact avec les fournisseurs de papier, les fournisseurs de machines à écrire ou avec les ateliers de photographie. Ils avaient également la possibilité de mettre en application leurs cours de comptabilité puisqu'ils étaient tenus de tenir à jour les différents livres comptables de l'imprimerie. Et enfin, ils devaient mettre en application leurs cours de mathématiques pour calculer les pourcentages de satisfaction des lecteurs du bulletin de l'université. Parallèlement à ces enseignements scolaires, théoriques et pratiques, le but de l'école de commerce de Hanoï était aussi d'acculturer les étudiants colonisés à certaines valeurs de la culture française. Dans le réfectoire de l'université que vous avez ici à l'écran, des plats typiquement français et peu coûteux, comme le gratin dauphinois et le pot-au-feu, étaient régulièrement servis aux étudiants. Des plats à base de riz ou de bouillie de maïs ou de patates douces. Et ils avaient obligation de manger ces plats avec des couverts à l'européenne et pas avec des baguettes chinoises. En plus, le directeur de l'école de commerce de Hanoï avait obligé tous ses étudiants à s'habiller à l'européenne avec des chaussures fermées, puisqu'il considérait que les chaussures fermées font partie du costume de l'homme d'affaires européen. Et pour cette raison, à l'écran, on peut reconnaître les étudiants de l'école de commerce de Hanoï, à droite notamment parce qu'ils sont vêtus à l'européenne avec complet veston et chaussures fermées vernies. Contrairement à leurs camarades des sections artistiques de l'université de Hanoï, à gauche, qui eux pouvaient porter l'habit traditionnel et les sandales. Alors finalement, quel a été le bilan de l'école de commerce de Hanoï? Combien d'étudiants colonisés sont devenus entrepreneurs, commerçants ou comptables? Eh bien, le bilan de cette école est assez décevant en matière de chiffres. L'école a ouvert ses portes à l'automne 1920, elle les a fermées à l'automne 1932. Et d'après les statistiques que je suis parvenu à reconstituer, sur cette période, l'école a accueilli un peu plus de 300 étudiants. 90% d'entre eux étaient des étudiants colonisés. Le reste était surtout des étudiants chinois. Et sur ces étudiants, seuls 231 ont obtenu leur diplôme de fin d'études. Donc, pour une colonie de plus de 20 millions d'habitants, ce chiffre était assez dérisoire. D'après les statistiques que j'ai pu reconstituer, sur les 231 diplômés de l'école, la majorité sont devenus employés, environ 80% en bleu sur le diagramme, 15% sont devenus entrepreneurs et 5% à peine ont poursuivi leurs études supérieures en dehors de l'Indochine, surtout au Japon et en France.
La répartition que j'ai représentée au tableau appelle au moins 2 ou 3 observations. La première, c'est qu'un nombre assez faible d'étudiants sont devenus entrepreneurs. Et ça a beaucoup déçu l'administration de l'école qui avait dit dans ses statuts que l'objectif de l'école de commerce de Hanoï était de former des comptables et des entrepreneurs locaux, plus le personnel subalterne des administrations et des compagnies locales. Ce chiffre décevant s'explique pour des raisons économiques. À l'époque, en Indochine, les banques d'investissement prêtaient de l'argent aux entreprises françaises, aux entreprises franco-vietnamiennes, mais pas aux entreprises uniquement dirigées par des Vietnamiens. Et ça, les diplômés de l'école s'en sont plaints à plusieurs reprises dans leur courrier qu'ils ont adressé au directeur de l'école en disant « on a un diplôme qui est prestigieux, mais on n'a pas les moyens de créer nos entreprises ». Et c'est pourquoi aucun diplômé de l'école n'a créé de plantation d'EVA, de rizières ou même d'imprimerie, alors que cela faisait partie des objectifs initiaux de l'école. Ils se sont rabattus sur des domaines d'activité qui étaient peu exigeants financièrement et surtout qui ne menaçaient pas les positions commerciales des Français. D'après les archives que j'ai consultées, les 30 diplômés entrepreneurs ont créé principalement des agences de pousse-pousse, des fabriques de baguettes chinoises, des fabriques de sauces de poisson, des fabriques d'éventails, des fabriques de moustiquaires ou des fabriques d'objets votifs. Deuxième observation, 80% des diplômés de l'école sont devenus employés, mais principalement à des postes subalternes. Ils sont devenus caissiers, magasiniers, certains sont devenus comptables, mais n'ont pas accédé aux postes les plus élevés des hiérarchies comptables. Là encore, c'est le contexte de l'Indochine qui explique cette situation. À l'époque, sur le plan social, les mentalités des habitants de l'Indochine étaient imprégnées de préjugés racistes qui conditionnaient l'accès aux postes à responsabilité au statut colonisé ou pas des prétendants qui voulaient accéder à ces postes. Et là encore, plusieurs étudiants de l'école de commerce de Hanoï se sont plaints dans leurs lettres au directeur de l'école en disant « j'ai voulu devenir banquier, j'ai voulu devenir assureur, j'ai voulu devenir directeur d'une société d'import-export, mais à chaque fois, j'ai rencontré l'hostilité des Français colonisateurs qui m'ont dit « mais cher ami, vous ne pensez pas accéder à de tels postes, vous n'êtes qu'un Niakoué, vous devrez vous limiter aux postes qui sont proportionnés aux capacités et au génie propres à votre race. » Je cite à peu près de mémoire ce que les étudiants prétendaient avoir eu comme réponse quand ils voulaient accéder à des postes prestigieux. 80% des élèves sont devenus employés, mais majoritairement, ils sont devenus employés dans le secteur public et pas dans le secteur privé. Cette répartition s'explique pour des raisons qui sont en partie culturelles, et ça, les Français de l'époque l'avaient déjà relevé. La plupart des étudiants colonisés étaient très imprégnés par les valeurs traditionnelles, les valeurs du mandarinat. Et d'après le mandarinat, être fonctionnaire était très prestigieux à l'époque. Et c'est pour cette raison que dans ces premières années, l'école de commerce elle promettait à tous ses étudiants que s'ils ne trouvaient pas un poste dans le privé à l'issue de leur formation, eh bien, automatiquement, ils se verraient proposer un poste de fonctionnaire de l'administration coloniale. Et cette promesse a été tenue pendant 5-6 ans avant d'être supprimée par le directeur de l'école à la fin des années 1920 parce qu'il estimait que l'école perdait un peu son âme puisque finalement, elle était fréquentée uniquement par des étudiants qui voulaient devenir fonctionnaires et pas par des étudiants qui voulaient travailler dans le privé. Deuxième raison qui explique pourquoi le nombre de fonctionnaires était aussi important, y compris au début des années 1930, la Grande Dépression, qui touche l'Indochine à partir de 1931, a provoqué la fermeture de milliers d'entreprises. Et dans ces conditions, pour les étudiants colonisés de l'école, devenir entrepreneur ou devenir salarié d'une entreprise qui risquait de fermer ses portes, ce n'était pas du tout incitatif. C'était plus prudent pour eux de devenir fonctionnaire avec un poste garanti, un salaire stable et des revenus réguliers. La Grande Dépression a finalement provoqué la fermeture de l'école. À l'été 1932, l'université de Hanoï a été confrontée à une baisse de son budget et elle a décidé de fermer les écoles qui étaient les moins prestigieuses pour elle. Elle a donc fermé l'école de commerce en priorité pour recentrer ses moyens sur les écoles les plus prestigieuses, qui n'ont pas beaucoup changé depuis par rapport à aujourd'hui, à savoir l'école de médecine et l'école de droit. En conclusion,
Ma recherche qui est en cours offre un aperçu qui est encore incomplet, mais qui est plutôt bienvenu des débuts des formations gestionnaires en Asie du Sud-Est. J'ai appris qu'il y avait donc des écoles de commerce ouvertes dans les colonies à l'époque coloniale et destinées aux étudiants colonisés. Et en Indochine, ce type de formation a même été conçu et entièrement financé par l'administration coloniale. Et ça, c'est un point de différence important par rapport à la métropole, puisque en France, ce sont les acteurs privés qui ont été les premiers à mettre sur pied les écoles de commerce, les chambres de commerce, les entreprises ou les mécènes particuliers. Il y aurait moyen de poursuivre mes investigations dans deux directions. La première, il faudrait voir si d'autres écoles de commerce ont aussi existé à l'époque coloniale dans d'autres territoires. Il faudrait voir pourquoi elles ont été créées et comment elles ont fonctionné. À ce jour, j'ai identifié potentiellement d'autres écoles, notamment dans l'Algérie coloniale, en Tunisie coloniale et dans les Philippines coloniales, sous la domination des Espagnols puis des Américains. Deuxième voie pour poursuivre ces investigations, il faudrait continuer à travailler sur le terrain vietnamien pour comparer la formation gestionnaire de l'entre-deux-guerres que j'ai décrite avec les formations gestionnaires qui ont été proposées dans le Vietnam indépendant, socialiste, puis post-socialiste de la fin du XXe siècle. Merci pour votre attention. Très intéressant. On peut enchaîner. On peut enchaîner? Oui. Sur les questions? Ou sur la présentation suivante. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle par rapport à la présentation de la formation des comptables vietnamiens? J'en ai peut-être mis deux. Oui, Sophie. Est-ce que c'est une première pour adresser aux écoles de commerce dans d'autres pays comme les États-Unis ou la France? Au niveau de cette période de temps, est-ce que c'est une tendance importante au niveau du monde, ce déploiement d'écoles de commerce dans d'autres pays que les États-Unis ou plus tard en France avec les IAE? En fait, ce champ de recherche est assez jeune. Il y a eu, à ma connaissance, 2 études qui ont été publiées sur les formations gestionnaires en contexte colonial, mais elles ont été publiées pas par des chercheurs en histoire de la pensée managériale, ni par des chercheurs en histoire des entreprises. Elles ont été publiées par des historiens de la comptabilité. Il y a une étude qui a été publiée sur la formation des comptables dans le Brésil colonial du début du 19e siècle. Il y avait une école de commerce à Rio de Janeiro qui a ouvert ses portes en 1810, donc bien avant le SCP. Mais cette école était uniquement pour les fils des colonisateurs portugais, pas pour les colonisés. Et puis, il y a eu d'autres études qui ont été publiées sur la formation des comptables en Inde sous domination britannique. Il n'y avait pas d'école de commerce, mais il y avait des universités publiques en Inde et elles étaient ouvertes aux étudiants colonisés, mais uniquement à ceux issus des castes supérieures. Donc, en dehors de ces articles sur l'histoire de la formation comptable, il n'y a encore pas de travaux sur les écoles de commerce en contexte colonisé. D'autres questions par rapport à ça? Non, donc moi, peut-être juste, si tu pouvais revenir sur les enseignements qui leur ont été donc donnés, et j'ai déjà un peu répondu à cette question, mais enfin, en quoi ça s'adaptait effectivement au contexte et qu'est-ce que tu as pu voir aussi? Donc voilà, comme bon, c'est un classique en histoire des écoles de commerce, on s'attendrait à avoir un cours de marketing, de ressources humaines, voilà, donc pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on leur enseignait concrètement? Quel type de manuel tu as pu consulter? Voilà, au niveau pour concentrer les choses vraiment sur la pensée. Au début des années 1920, comme l'école a ouvert ses portes de manière assez précipitée, il n'y avait pas de manuel scolaire adapté pour l'Indochine. Ce qui fait que les premiers enseignants, qui étaient tous français, diplômés d'école de commerce de la métropole, sont venus avec des manuels de scolarité qu'ils avaient eus dans leur jeunesse. Donc, ils enseignaient à leurs élèves comment calculer
tenir la comptabilité d'un cinéma ou d'un marchand de fruits et légumes, mais avec des référents qui n'étaient pas du tout ceux de l'Indochine. À l'époque, les étudiants connaissaient pas les poires, par exemple. Et dans les exemples, on leur parlait de poires, on leur parlait de la Loire, on leur parlait de la Seine, de Paris, de Toulon, qui étaient des villes qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils avaient peu de chances de fréquenter à l'avenir. Ce qui fait qu'au bout de 5-6 ans, l'administration coloniale a commandé 2 manuels scolaires de la comptabilité adaptés au contexte. Et là, on a mis des exemples qui parlaient plus aux étudiants, qui parlaient du riz, de l'EVA. On a supprimé les références aux fleuves et aux villes françaises pour parler des villes d'Asie du Sud-Est. Et le sens du détail a même été poussé au point de changer les noms fictifs des commerçants pour utiliser des prénoms et des noms de famille vietnamiens, laotiens, cambodgiens ou philippins. Mais l'école de commerce d'Hanoï n'était pas à la pointe de l'innovation pédagogique de l'époque. Depuis une douzaine d'années à HEC Paris, on enseignait déjà la publicité. Il n'y avait pas de cours de publicité. À l'époque, il y avait aussi des cours d'études des marchandises à HEC et à Paris qui étaient faits avec des projections cinématographiques. À l'école de commerce de Hanoï, il n'y avait pas les moyens pour ce genre d'innovation pédagogique. Il n'y avait pas non plus les moyens pour faire des voyages en dehors de l'Indochine. Alors que dans toutes les écoles de commerce de métropole, les étudiants voyageaient dans la région et même au Maghreb. Cédric, j'aurais une question, si c'est possible. Bien. Oui, vas-y, Didier, vas-y. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, passionnante et très bien documentée. Bravo. J'ai en fait 2 questions. La première porte sur les sources que vous avez utilisées. Donc, en fait, sur quel type d'archives vous avez donc travaillé. Et la deuxième question porte sur les contributions managériales de votre travail. Finalement, ce que vous nous avez présenté, quel est votre projet scientifique derrière ce type d'études? Ouais, c'est 2 questions qui m'occupent beaucoup en ce moment. Pour la première, j'ai commencé à travailler sur ce terrain un peu par hasard. À la fin de ma thèse, qui portait sur l'histoire de l'ESCP, j'ai découvert à la BNF, sur le site François Mitterrand, des prospectus commerciaux dans lesquels certains étudiants prétendaient avoir fréquenté des écoles de commerce privées en Indochine. Et ces écoles auraient été formées, disait-il, par des étudiants diplômés de l'École supérieure de commerce de Hanoï. Et à l'époque, je n'avais jamais entendu parler de cette école. J'ai donc mis l'information dans un coin de ma tête. Et pendant le confinement de l'année 2020, on a tous connu, je me suis retrouvé bloqué chez moi et je me suis dit, c'est le moment idéal pour faire une étude documentaire à partir de sources secondes sur l'histoire de l'école de commerce de Hanoï. J'ai donc lu les thèses qui ont été publiées sur l'histoire de l'enseignement du Vietnam et j'ai vu qu'en effet, l'école de commerce de Hanoï était connue de ses auteurs, mais pas plus de 2 ou 3 lignes en note de bas de page. J'ai donc commencé à dresser une chronologie de l'histoire de cette école en regardant les périodiques, toute la presse numérisée via Gallica et les sources qu'on connaît, pour, à partir de mots-clés, école de commerce de Hanoï, école de commerce Saigon, et j'ai pu reconstituer une première chronologie sur l'histoire de cette école. Une fois qu'on a été déconfiné, je me suis précipité à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'Outre-mer, où j'ai pu mettre la main sur des extraits de correspondance du directeur de l'école et d'anciens élèves, des extraits de correspondance des professeurs entre eux et des bulletins de l'administration coloniale sur pourquoi créer cette école. Ensuite, l'été suivant, je suis parti au Vietnam, à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville, qui est le nouveau nom de Saigon, pour y consulter d'autres archives qui n'avaient pas été transportées en France, un peu étonnamment. C'est des archives beaucoup plus critiques sur l'histoire de cette école, qui parlent de la discipline scolaire. Apparemment, certains étudiants étaient très turbulents et certains étudiants se sont même radicalisés politiquement au sein de l'école de commerce de Hanoï. Ils ont rejoint des partis politiques communistes et nationalistes et ça a été assez loin puisque l'un d'entre eux a même été décapité pour avoir organisé une insurrection dans un campement militaire. Ces événements ont fait une mauvaise publicité à l'école, à l'époque, et c'est l'une des raisons qui explique pourquoi elle a été fermée. Mais ces archives n'ont pas été transportées à Paris, elles étaient à Hanoï. Donc,
pour répondre à la première question, j'ai collecté d'abord des données à partir de sources secondaires, puis à partir de sources primaires. Les manuels de comptabilité, je les ai trouvés en Indochine. Je les ai trouvés à Hanoï. Ils sont pas conservés à la BNF sur le site François Mitterrand. La deuxième question porte sur mon projet de recherche. C'est vrai que c'est toujours intéressant de s'intéresser au passé pour soi, mais pour être publié aujourd'hui dans les revues en sciences de gestion, on sait que ça n'est pas un apport suffisant. J'ai eu la chance de pouvoir publier un article dans la revue Business History qui raconte un peu l'histoire de cette école, mais les reviewers m'ont dit ça n'est pas suffisant pour être publié, il faut une contribution théorique. Je pense que ce terrain de recherche peut nous aider à penser la question de la décolonisation, du management aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'avais commencé à réfléchir à la question en utilisant un auteur qu'on a cité ce matin, qui est Foucault, apparemment l'un des auteurs les plus utilisés en gestion. Mais les reviewers de d'autres revues m'ont dit « c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est un peu dommage d'écrire un article sur la décolonisation du management et d'utiliser une grille théorique qui a été élaborée par un penseur occidental et français. » Donc, essayez de repenser votre matière première à partir de penseurs décoloniaux et, si possible, pourquoi pas des penseurs vietnamiens. Très bien, merci. Oui, je vais vous... Alors, une remarque. Ah oui, ben... Oui, je peux intervenir? Oui. Ah, Oui. d'abord, il y a François Vatin qui est après vous. Très vite, c'est simplement Oui. un coup de gueule, quoi. Je veux dire, faut arrêter. Je veux dire, on a le droit de faire de l'histoire. C'est quand même terrible, même chez les historiens maintenant, quand on dit la problématique, mais à un moment donné, l'histoire, c'est d'abord d'établir les faits. Ensuite, on réfléchit à ce qu'on en fait. Et s'il n'y a plus personne pour établir les faits, on ne fait plus rien. Donc, si vous n'arrivez pas à publier dans les revues de la discipline, envoyez ça, vous pouvez envoyer ça au mouvement social, envoyer ça aux revues d'histoire. Ouais. Je trouve que votre étude est passionnante et il faut les envoyer paître. On peut pas continuer à se faire ainsi imposer les normes de la bien-pensance de la science. Voilà, c'est absolument insupportable. Donc voilà, c'est une étude historique, c'est une étude historique. Et point final. Et publiez-la telle qu'elle. Surtout, n'essayez pas de la maquiller en fonction, je dirais, des dernières modes idéologiques. Merci. Oui, puis si je devais compléter, parce que on pourrait effectivement discuter effectivement longtemps. C'est vrai que bon, la théorie en gestion, c'est-à-dire les grandes idées générales qui permettent de penser la gestion, il ne me semble pas qu'il y en a des dizaines. Bon, l'exemple des ressources, des compétences, oui, ok, une compétence, c'est plus compliqué qu'une ressource, mais il y a des gens qui ont passé leur vie à réfléchir à ça. Il me semble que sur la théorie de la gestion, les faits de la gestion et des faits de gestion, c'est bien plus intéressant, à mon avis, que d'essayer de creuser, d'essayer de mettre en évidence des choses qui sont finalement assez basiques. Il y avait Frédéric Livian qui voulait... Oui, non, c'est simplement pour dire que cette étude très intéressante, quand même, a une grande actualité par rapport aux problèmes, y compris actuels, de décolonisation du contenu des enseignements ou déjà tout simplement d'adaptation des contenus d'enseignement de gestion dans tous les diplômes délocalisés que les universités et les écoles de commerce françaises ont exporté au cours des 20 dernières années. Je prends un exemple précis parce qu'on avait publié avec notre collègue camerounais Emmanuel Kamdem un article là-dessus, comment une école de commerce camerounaise importe, ça date d'il y a, c'est pas vieux, ça date d'il y a une quinzaine d'années, donc c'est un problème contemporain, importe des contenus, des cas pédagogiques qui étaient des cas québécois. Et puis, effectivement, on s'aperçoit qu'évidemment, étudié par des étudiants camerounais, ça va pas, quoi. Il faut changer des noms, des cas. Et puis, il faut même tout changer parce qu'évidemment, les situations de gestion qui sont traitées ne sont pas adaptées. Donc, le problème de l'adaptation des enseignements de gestion à un contexte non européen, etc., c'est quand même un sujet tout à fait d'actualité qui est loin d'être résolu. Et au fond, quand on voit même la liste des cours, je me dis, c'est presque plus adapté, c'est presque plus contextualisé
que la liste des cours de certains masters en management qu'on diffuse en ce moment en Chine, en Afrique et partout, hein, parce qu'il y a quand même déjà des choses locales, quoi. Hein, et donc en 1920, on semblait avoir déjà compris qu'il faut peut-être... Bon, donc c'est loin d'être résolu, et donc c'est une problématique tout à fait contemporaine. Merci. Donc, Sophie. Peut-être une suggestion. Je pense que principalement les travaux de Gayatri Spivak sur le subalterne, qui permet de passer du colonisateur colonisé, soit l'autre et le subalterne, donc sub, faisant qu'il n'est même pas alter, pourrait peut-être être intéressant dans votre cas, parce que là, on est vraiment avec la personne au milieu, entre le subalterne, le colonisateur et celui qui est entre deux. Donc là, il y a sûrement un cadre théorique compatible avec la pensée française, puisque cette grande chercheuse indienne est aussi la traductrice de Jacques Derrida. Elle a aussi lu Michel Foucault. Peut-être que ça serait quelqu'un qui naturellement aurait un cadre théorique à vous proposer compatible avec votre manière de traiter l'étude et de répondre aussi à cette exigence de review. Merci beaucoup. Merci pour ta remarque, Sophie.